Ravi de vous retrouver sur LCP. C'est Madame Séance qui vous parle et aujourd'hui je vous parle du futur énergétique de la France. Une proposition de loi venue du Sénat en attendant la feuille de route du gouvernement qui tarde à venir. Alors pourquoi ce texte? Eh bien c'est une demande des députés du Rassemblement national qui avaient agité la menace d'une censure si la discussion sur le sujet n'avait pas lieu. Alors quelle est la part entre le nucléaire et les énergies renouvelables? Quel est le bon mix? La parole au ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le rapporteur, Madame la Présidente de la Commission des affaires économiques, avant de débuter mon propos, je veux saluer l'initiative du groupe Les Républicains au Sénat et le travail qui a déjà eu lieu sur cette proposition de loi. Le débat sur ce texte est bienvenu, je dirais même qu'il est indispensable, car l'énergie n'est pas un sujet sectoriel. L'énergie, c'est le nerf de notre économie, c'est le cœur battant de notre souveraineté. Et parfois, soyons clairs, l'énergie peut devenir un talon d'Achille. Ce débat est donc lourd d'enjeux. Nous devons prendre dès aujourd'hui des décisions qui s'inscrivent dans le temps long, des décisions qui engagent notre système énergétique sur des décennies, voire sur le siècle à venir. Il nous faut collectivement les peser avec toutes les incertitudes qui entourent l'avenir. Et surtout, ce débat reflète une méthode que j'assume, celle du dialogue, de l'écoute, de la construction commune. Nous avons ouvert ce chantier au Sénat en octobre 2024 et je remercie le travail réalisé par ma prédécesseure Olga Givernet qui est désormais présente sur ces bancs. Nous l'avons poursuivi ici même dès le mois d'avril et nous continuons avec la même boussole. Les faits, rien que les faits. Nous allons ensemble au-delà du dogme et de la posture. Et sur l'énergie, on ne peut pas se payer de mots. Car au-delà d'un sujet qui est indéniablement technique, nous parlons ici d'un bien commun, d'un levier stratégique, d'un socle industriel et social. L'énergie, c'est un enjeu existentiel, c'est ce qui alimente les usines, ce qui éclaire les foyers, ce qui forge notre place dans le monde. Elle irrigue tout, la facture de nos concitoyens, la compétitivité de nos entreprises, notre diplomatie, notre sécurité. Et je me dois de le répéter car c'est ma conviction profonde, celle sur laquelle il ne faut rien lâcher. L'énergie est au cœur de notre souveraineté, de notre cohésion et de notre prospérité. L'énergie n'est pas un luxe. C'est pourquoi je veux redire ici les ambitions du gouvernement. Elles tiennent en deux axes, deux convictions. La première conviction, c'est qu'il faut sortir de la dépendance aux énergies fossiles importées, celles que l'on importe chères et qui nous rendent vulnérables. Décarboner, diversifier, maîtriser, voilà notre ligne. Pour ce qui concerne l'électricité, il faut rappeler, et plus encore convaincre, que nucléaire et renouvelable ne s'opposent pas. Ces énergies se complètent et elles nous protègent. Ma deuxième conviction, c'est qu'il faut mettre l'énergie au service de la France, de ses citoyens, de ses entreprises, de ses territoires. Cela veut dire une énergie compétitive, prévisible, décarbonée. Une énergie qui renforce, pas une énergie qui freine. Voilà notre cap, voilà notre cohérence. Et c'est ce cap que je viens défendre ici avec détermination. Nos choix énergétiques sont des choix de long terme, des choix d'avenir. Ils engagent notre pays sur plusieurs décennies et ils répondent à 4 impératifs. Souveraineté, résilience, décarbonation, compétitivité. Le constat est sans appel. Notre dépendance aux énergies fossiles nous coûte cher. Ce sont 70 milliards d'euros qui pèsent négativement dans notre balance commerciale en 2023. C'est encore bien davantage en période de crise, lorsqu'un acteur comme la Russie décide d'instrumentaliser le gaz ou lorsque l'OPEP décide de réduire sa production pour faire monter les cours. Cette vulnérabilité stratégique, exploitée sans hésitation par des puissances concurrentes, nous ne souhaitons plus la subir. Désormais, nous la combattons. Et ce combat du gouvernement, nous le menons par des actions concrètes, structurées en 2 axes. D'une part, décarboner massivement nos usages et les électrifier dès que possible. D'autre part, s'appuyer sur un mix énergétique souverain, combinant nucléaire et énergie renouvelable. Pourquoi? Parce que l'énergie nucléaire, c'est un atout historique de la France et un pilier de notre souveraineté. Et parce que les énergies renouvelables sont des leviers de diversification et d'implantation locale. Nous avons besoin des deux pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Vous le savez, les ambitions de décarbonation portées par le gouvernement sont importantes. Nous visons 58% d'énergie décarbonée en 2050. Pour y parvenir, nous agissons sur tous les leviers. Dans l'industrie, par exemple, France 2030 consacre des moyens massifs à la décarbonation de nos sites stratégiques. En 2025, c'est 1,6 milliard d'euros qui ont été ajoutés en loi de finances. Nous soutenons aussi les industriels électro-intensifs avec des dispositifs ciblés. Nous leur appliquons des taux réduits d'accise et leur proposons des mécanismes d'aide à la décarbonation.
Dans le domaine de la mobilité, le bonus automobile et la location, le leasing social, sont des soutiens à la demande en véhicules électriques. La loi de finances pour 2025 a permis d'aller plus loin avec le verdissement des flottes professionnelles, qui représentent un véhicule neuf sur 2. Le déploiement des 2,5 millions de bornes de recharge, dont 160 000 librement accessibles, y contribue également. Et là aussi, nous avons décidé d'accélérer et d'aller plus loin. Dans le domaine du logement, nous finançons la rénovation, pompe à chaleur, biogaz, chaleur renouvelable. Aucun levier n'est oublié. La planification écologique passe aussi par là. Nous continuerons à financer la rénovation thermique, filière par filière, territoire par territoire. Décarboner, électrifier, mais encore faut-il produire. Produire une énergie compétitive, abondante et souveraine. Pour cela, il faut dépasser, je le disais, le clivage apparent entre nucléaire et renouvelable. Ce n'est pas une opposition, c'est une complémentarité. Les renouvelables, ce n'est pas que l'électricité, c'est aussi la chaleur, les gaz verts, les carburants du futur. Et surtout, ce sont des énergies produites ici, sur notre sol, au service de nos territoires. C'est pourquoi nous soutenons l'approche de votre rapporteur, parler d'énergie décarbonée, sans les opposer, mais en les additionnant. Vous l'aurez compris, mais je souhaite insister sur ce point, l'équilibre que nous recherchons au carrefour de nos objectifs de souveraineté, de décarbonation, de résilience et de compétitivité se trouve dans ce bouquet énergétique. Commençons par notre force historique, le nucléaire. Le nucléaire, c'est la France. Une énergie bas carbone, stable, compétitive, un atout stratégique, un pilier de notre souveraineté. Il est au cœur de la stratégie du gouvernement, une stratégie qui vise à retrouver les standards de production historiques et à prolonger le fonctionnement du parc au-delà de 50, voire au-delà de 60 ans. Cette stratégie, je souhaite le mentionner, s'inscrit dans le sens de l'histoire, car l'histoire, aujourd'hui, rattrape les dogmes d'hier. L'histoire redonne au nucléaire la place qu'il mérite. Et ce n'est pas la France seule qui le dit. Je veux ici saluer un signal fort, le partenariat inédit entre la Banque mondiale et l'Agence internationale de l'énergie atomique. C'est un tournant, car quand le monde s'électrifie, le nucléaire redevient un bien commun. Pour revenir en France, nous investissons également dans de nouveaux réacteurs. Le programme EPR2 est lancé. 6 réacteurs sont confirmés et une seconde tranche de 8 réacteurs supplémentaires est envisagée pour une décision en 2026. Conformément aux décisions prises en Conseil de politique nucléaire, nous avons engagé les échanges avec la Commission européenne sur les modalités de soutien au nouveau nucléaire. Le schéma de financement des EPR2 est en cours de validation. Il prévoit notamment un prêt pour au moins la moitié du devis. Sur ce sujet, comme sur tous les autres, nous avançons avec méthode, avec détermination pour sécuriser l'avenir du nucléaire. Et nous ne lâcherons rien. Nous investissons aussi dans l'avenir. Nous soutenons le développement dans les petits réacteurs modulaires, les SMR. Et nous voulons avancer sur la fermeture du cycle avec la perspective des réacteurs à neutrons rapides. Une feuille de route sera présentée d'ici la fin de l'année. Ici, le message du gouvernement est clair. Nous croyons à l'innovation nucléaire française. Il est important que la loi reprenne cette ambition. C'est ce qui figurait dans l'article 3 de cette proposition de loi qui a été supprimé lors de l'examen en commission. Nous ferons une proposition de rétablissement prenant en compte les amendements qui ont également été adoptés sur le sujet. La relance nucléaire suppose une filière mobilisée, un cadre clair. C'est ce que nous avons pu constater lors de la signature du contrat de filière la semaine dernière avec le ministre Éric Lombard. Pour réussir, il faut une filière solide, pas un monopole. C'est pourquoi nous nous opposons à l'article 1er de la PPL Grimillet, 1er A pour être plus précis, qui réinstaure un monopole d'EDF, y compris sur les SMR, car la filière nucléaire doit rester un écosystème. J'y reviendrai dans quelques instants. Mais le nucléaire seul n'est pas suffisant pour sortir de notre dépendance aux importations d'hydrocarbures. Nous investissons également dans les énergies renouvelables, avec force et avec discernement. Conformément aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie, nous avons réduit la part carbonée de notre électricité de 9% à 5% en 5 ans. Le gouvernement se tient aux objectifs qu'il s'est fixés. Les renouvelables remplacent les fossiles, ils ne remplacent pas le nucléaire. C'est pourquoi nous avons fait un choix clair pour 2050, un mix équilibré entre nucléaire et énergie renouvelable. C'est cet équilibre qui garantit notre sécurité, notre compétitivité et notre indépendance. Nous fixons aussi des ambitions claires pour la chaleur, le biogaz, les carburants, ainsi que pour l'éolien, l'hydroélectricité, l'hydrogène vert. Ces objectifs ont été inscrits dans les articles 5, 6 et 7 de la proposition de loi. Et nous agissons avec pédagogie pour l'acceptabilité locale au plus près des territoires. Chaque projet doit être anticipé, discuté, compris. Les retombées locales, industrielles et fiscales doivent être mises en valeur auprès des élus comme des riverains, car la transition ne se décrète pas, elle se construit. Le décret de la PPE, attendu dans les prochaines semaines, viendra décliner ce cap. Il donnera la visibilité attendue par les filières, les élus, les citoyens et les territoires.
Il doit permettre aux industriels d'investir, aux collectivités de planifier et aux citoyens de comprendre. Parce que la transition énergétique, ce n'est pas une question technique, c'est une bataille collective, une bataille pour la souveraineté, pour la prospérité, pour l'avenir. Mais il est important de garder de la flexibilité dans les objectifs par filière, pour nous adapter aux dynamiques sur la consommation, sur la production, et ce avec une seule boussole, assurer notre sécurité d'approvisionnement. C'est pourquoi nous ne souhaitons pas figer au niveau de la loi des objectifs filière par filière. C'est l'orientation qu'a donnée le rapporteur et que nous soutenons. La seconde ambition du gouvernement est simple. Il s'agit de mettre l'énergie au service des Français et de l'industrie. Une énergie plus propre, plus stable, moins chère. Une énergie qui libère, pas une énergie qui contraint. Pour les particuliers, nous avons 3 priorités. Protéger, clarifier et stabiliser. Protéger les consommateurs des à-coups du marché, clarifier les règles du jeu pour qu'enfin chacun comprenne sa facture, stabiliser un cadre qui donne confiance. Et pour cela, nous avons besoin d'un EDF solide, capable d'investir, de maintenir, d'innover. Nous avons besoin de fournisseurs d'énergie responsables, qui répondent aux besoins de leurs clients. Plusieurs textes réglementaires sont attendus dans les prochains mois afin de mettre en œuvre le dispositif post-ARENH, adopté en loi de finances. Je peux vous assurer de mon engagement et de celui de mes services à faire de ce dispositif un outil de clarté, de certitude au profit des ménages et au profit de tous les citoyens français. Pour l'industrie, c'est un combat que je mène chaque jour. Ce combat, c'est celui de la compétitivité, celui de l'électricité moins chère, grâce à notre parc nucléaire. Vous connaissez ma conviction profonde, l'énergie doit être un outil au service de notre industrie et de sa compétitivité. En 2022, nos entreprises ont payé leur électricité 35% de moins que la moyenne européenne. Notre énergie nucléaire est une arme industrielle. Et comme toute arme, elle doit être entretenue, affûtée et protégée. Nous devons faire de l'énergie une force au service de la réindustrialisation. C'est la mère des batailles, comme l'a récemment déclaré le président de la République. Et c'est tout l'objet de l'accord passé entre l'État et EDF en novembre 2023. Et là-dessus, je veux saluer le travail engagé par Bernard Fontana et ses équipes à la tête d'EDF pour relancer les négociations des contrats de long terme avec les industries électro-intensives. C'est concret, c'est stratégique. L'énergie, ce n'est pas qu'une ligne comptable. Nos choix énergétiques ne sont pas abstraits, ils façonnent les existences. Et c'est pourquoi nous avons une responsabilité immense, faire de l'énergie un levier de puissance industrielle et de justice sociale. Enfin, et je terminerai par cela, je veux rappeler que l'énergie n'est pas qu'un levier pour produire. C'est une filière industrielle à part entière, avec des emplois, des savoir-faire, des chaînes de valeur. C'est un pilier de notre réindustrialisation et c'est un gisement d'avenir. Le nucléaire, ce sont 200 000 emplois qualifiés. Les renouvelables, ce sont des milliers d'emplois territorialisés, non délocalisables. Ensemble, ils forment une filière stratégique à haute valeur ajoutée, une filière qui a besoin de bras, de têtes, de formation, de perspectives. C'est pourquoi j'ai signé 2 contrats de filière, 2 engagements clairs. Le premier en février pour les nouveaux systèmes énergétiques. Ça représente plus de 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 250 000 emplois. C'est un contrat qui formalise les engagements réciproques de l'État, des industriels et des syndicats. Avec une ligne directrice, une ambition réaffirmée, faire de la transition énergétique une opportunité de réindustrialiser la France. Pas une charge, mais une chance. Le second contrat, signé la semaine dernière avec le ministre Éric Lombard, concerne le nucléaire. C'est un soutien clair du gouvernement à l'ensemble des acteurs de la filière, sans aucune exclusivité ni aucun monopole. Car oui, EDF est un atout national, mais non, le monopole n'est pas la condition de l'excellence. J'en profite pour répéter notre position concernant l'article 1er A de cette proposition de loi. Une filière ne progresse que lorsqu'elle respire, qu'elle innove, qu'elle coopère. Notre filière nucléaire doit recruter 100 000 personnes dans les 10 prochaines années. C'est un défi, mais aussi une opportunité pour toute une génération. Et je peux vous dire qu'elle est là. Elle existe. Elle attend cette génération. Je l'ai rencontrée au lycée Léon Blum du Creusot. Des jeunes passionnés, engagés, qui veulent être utiles à leur pays. Alors donnons un cap clair, donnons une vision, donnons une promesse. Formons-les, valorisons-les, reconnaissons-les. C'est ça une politique industrielle digne de ce nom, et c'est ce que cette proposition de loi, plus la programmation pluriannuelle de l'énergie, doivent impulser. Mesdames et messieurs les députés, nous vivons un moment charnière, une décennie où se joue bien plus que notre trajectoire énergétique. Il s'agit de souveraineté, de cohésion, de prospérité. Et dans ce moment, les Français n'attendent pas de nous des demi-mesures. Ils attendent de la clarté, du courage. Ils attendent un cap. Produire une énergie abondante, décarbonée, compétitive, souveraine, ce n'est pas un slogan, c'est un engagement envers les citoyens, les entreprises, les territoires, un engagement envers notre avenir commun. Alors oui, cela suppose de planifier, de simplifier, de co-construire, mais surtout d'oser. Oser regarder loin, oser sortir des blocages. Notre boussole, c'est la réindustrialisation, notre carburant,
c'est l'énergie. Notre mission, c'est de garantir à chaque Français une énergie propre, souveraine, abordable. À nous de prouver que sur ce sujet crucial, nous pouvons faire nation. Je compte sur vos débats, je compte sur votre engagement, les Français aussi. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Ministre. Alors c'est la tradition dans une discussion comme celle-ci, on entend les rapporteurs du texte, puis place à la présidente de commission, la députée insoumise Aurélie Trouvé, en charge des affaires économiques. Alors l'un des rapporteurs à prendre la parole, vous le connaissez sans doute, c'est Antoine Armand, député macroniste. Il avait été ministre et il a été rapporteur d'une commission d'enquête sur la souveraineté énergétique de la France, une commission d'enquête qui avait fait beaucoup de bruit. Eh bien, dans ce débat, il a déposé une série d'amendements pour une relance massive du nucléaire. La parole est à Monsieur Antoine Armand, rapporteur de la Commission des affaires économiques. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Heureux de vous retrouver ici pour un sujet que vous connaissez bien, Monsieur le Ministre. Madame la Présidente de la Commission des affaires économiques, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui, vous le savez, la proposition de loi du sénateur Daniel Gremillet. J'en profite à nouveau pour saluer son travail, pour saluer celui des deux rapporteurs au Sénat, messieurs Cadec et Chauvet. Je vais le redire à cette tribune, Monsieur le Ministre, puisque vous n'étiez pas en commission, vous le savez, ce débat que vous avez qualifié d'indispensable, et je le partage, c'est un débat qui vient combler une lacune, qui vient combler une carence, qui est celle de l'exécutif. Non pas une responsabilité morale ou une responsabilité abstraite, mais une responsabilité légale, celle qui est inscrite dans la loi énergie-climat 2019, qui, je cite, prévoit que, avant le 1er juillet 2023, puis tous les 5 ans, une loi détermine les objectifs et fixe les priorités d'action de la politique énergétique nationale pour répondre à l'urgence écologique et climatique. L'instauration de cette loi quinquennale de programmation permet de garantir que le Parlement puisse se prononcer à échéance régulière sur ces grands objectifs de politique énergétique. Alors oui, un projet de loi aurait permis de disposer d'une étude d'impact approfondie, d'un croisement de différentes études scientifiques et techniques et évidemment des consultations attenantes à ce type de disposition. Et nous étions assez près du but, au fond, Monsieur le Président, on s'en rappelle peut-être d'ailleurs, sous votre ministère, Monsieur Lescure, sous le ministère de Madame Pannier-Runacher, avec des avant-projets de loi qui ne demandaient qu'à être convertis, mais ce n'a pas perduré. Et depuis, ça n'a pas été repris par aucun gouvernement. Et c'est donc l'initiative parlementaire qui vient combler ce manque, après d'ailleurs une première initiative parlementaire de notre collègue Julie Lernoux au printemps dernier. Et je vous remercie cependant, Monsieur le Ministre, pour le gouvernement d'avoir inscrit cette proposition de loi à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Je regrette évidemment que la procédure accélérée n'ait pas été actionnée. Ça aurait permis de trouver une issue plus rapide, alors même que le Premier ministre, je le rappelle, a annoncé son souhait de publier rapidement, comme vous l'avez fait récemment, une programmation pluriannuelle de l'énergie d'ici la fin de l'été. Mais je profite de cette discussion générale, peut-être pour vous demander, Monsieur le Ministre, des précisions sur vos propos hier, disant que le gouvernement ne souhaitait pas attendre la fin de la navette parlementaire pour prendre le décret de programmation pluriannuelle de l'énergie. Je crois comprendre que le gouvernement souhaite que le Sénat puisse examiner la proposition de loi une fois qu'elle sera examinée, une fois qu'elle aura été adoptée ou non, d'ailleurs, ici, dans cette Assemblée nationale. Et je peux tout à fait entendre que, au fond, si les différences sont extrêmement importantes et qu'un nouveau passage à l'Assemblée nationale est nécessaire, que ce nouveau passage ne se fait pas avant l'automne ou avant la fin de l'année, peut-être même au début de l'année prochaine, qui sait, eh bien l'urgence, vous en avez décrit certains des traits, commande la prise d'un décret de programmation pluriannuelle de l'énergie. Certes, mais il y a une hypothèse qu'on ne peut pas évacuer. Imaginons qu'il y ait des points de convergence entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Et imaginons que dans quelques jours, nous adoptions une loi qui ressemble à grands traits à la loi qui a été votée telle quelle au Sénat. Alors pourquoi le gouvernement irait-il se priver d'une assise aussi solide que celle d'une loi pour 5 ans et du cadre que cela impose? Je le dis parce que nous avons ici dans cette loi une opportunité unique. Jamais aucune loi n'a ancré aussi clairement la possibilité de matérialiser l'attachement du Parlement à notre parc industriel, nucléaire, mais pas que nucléaire,
Et jamais aucune loi n'a acté une telle relance du nucléaire dans notre pays. Non seulement du nucléaire industriel, mais aussi du nucléaire de recherche à travers la 4e génération. Donc c'est une proposition de loi, elle a ses défauts, les collègues l'ont pointé comme moi. Mais elle donne une opportunité dans un cadre politique extrêmement fragmenté, y compris au gouvernement. Eh bien, d'arriver à un cadre général démocratique. On peut être pour ou contre le nucléaire, mais juger que des investissements aussi lourds et une décision aussi importante pour notre pays nécessitent l'aval de la représentation nationale. Et je ne crois pas, très honnêtement, qu'il soit sage de se dire, au fond, on verra plus tard, prenons d'abord un décret alors que le Parlement est en train de discuter. Et peut-être que si les divergences sont massives entre l'Assemblée et le Sénat, votre position peut s'empendre. Mais peut-être que vous pourrez préciser dans quelques instants, Monsieur le Ministre, que s'il y a des convergences entre l'Assemblée et le Sénat, alors le gouvernement pourra surseoir de quelques semaines encore à l'adoption d'un décret. Parce que oui, le contexte a changé. Je ne vais pas ici me couvrir de ridicule et vous faire un exposé géopolitique pour expliquer à quel point le contexte a changé en quelques mois, au Moyen-Orient, en Ukraine, aux États-Unis. Même les scénarios de RTE type mondialisation contrariée, qui faisaient figure d'épouvantail il y a quelques années, figurent aujourd'hui de scénarios optimistes. Même eux, dont on disait il y a quelques années, il est peu probable que même un jour ils adviennent s'il y a des crises géopolitiques, ont l'air dépassés. Et RTE lui-même nous a confirmé dans les auditions que nous avons menées avec les collègues qui étaient présents qu'il est tout à fait envisageable qu'un scénario encore plus dégradé soit présenté dans les prochaines semaines par RTE. Et je crois très honnêtement que ces évolutions absolument majeures, absolument fondamentales, mériterait que le gouvernement s'interroge sur certaines des hypothèses de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et je pense que la mission que le Premier ministre a bien voulu confier au sénateur Grémy et à moi-même avec les collègues qui font l'amabilité d'y participer, conduit à penser que certaines de ces hypothèses pourraient être revues. Enfin, il y a aussi une nécessité absolue d'avoir ce débat et l'adoption d'une loi, c'est que le cadre général de la programmation pluriannuelle de l'énergie, vous l'avez rappelé très justement, en vigueur, n'est plus du tout d'actualité, il est complètement obsolète. Il mentionne, figurez-vous, de fermer 14 réacteurs nucléaires à l'horizon 2035. Fort heureusement, je crois que ce n'est plus d'actualité. Pour autant, si nous avons besoin d'un cadre législatif et d'un cadre légal, est-ce que vraiment c'est à nous, chers collègues, nous l'avons vu malheureusement en commission, surtout pour le pire plutôt que pour le meilleur, est-ce à nous d'avoir des débats à la décimale ou au centième près sur le niveau d'adoption, d'installation des énergies renouvelables, électriques ou thermiques d'ailleurs, dans la loi? Est-ce que c'est nous qui allons décider que c'est plutôt 1,2 gigawatts d'éolien terrestre par an à partir de 2034 et puis plutôt 1,3 à partir de 2036? Ou est-ce que ce n'est pas le travail d'un décret pris après consultation des organes concernés, travaillé avec les spécialistes, avec les institutions? Et d'ailleurs, les débats que nous avons eus sur l'article 5 sur les énergies renouvelables le montrent bien. Ils ont fini au fond à ce qu'on aboutisse à une sorte de foire à tout, où certains amendements sont rejetés pour le principe, d'autres sont adoptés parce que nous avons tous en circonscription quelqu'un qui nous a alerté sur l'emprise foncière du photovoltaïque, et puis d'autres parce que c'est sympathique de soutenir les emplois pour l'éolien en mer, comme s'il n'y avait pas d'emploi pour l'éolien terrestre, etc., etc. Et donc la discussion que nous avons eue en commission montre, mes chers collègues, ne vous énervez pas, chers collègues insoumis, vous êtes d'accord avec ce que je dis. Et donc, au fond, c'est lui qui est d'accord, pas l'inverse. Au fond, sur les énergies renouvelables, nous voyons bien que la meilleure garantie que nous pouvons donner, y compris aux personnes que vous défendez, que nous défendons les industriels et les créateurs d'emplois dans ce pays, c'est de passer par un décret et c'est de se limiter au niveau de la loi, à des objectifs cadrés d'énergie décarbonée, parce que je crois que c'est ce que nous partageons tous, malgré nos divergences parfois profondes, c'est la décarbonation, la sortie des énergies fossiles qui représentent 2/3 du mix énergétique actuel et qui, soit dit en passant, eh bien, ne se concerne pas directement l'électricité et qui nécessite l'électrification des usages. Je finirai par 2 points. Le premier, Monsieur le Ministre, que vous avez mentionné, je ne peux pas ne pas le mentionner dans le contexte politique, il est totalement logique dans une loi de programmation, nous en tenions à des objectifs industriels, énergétiques, économiques, c'est logique. Néanmoins, une grande partie des projections qui sont faites, et qui sont faites au fond dans le scénario de RTE, ce sont des projections qui se fondent sur l'électrification des usages, sur la décarbonation, sur notre capacité à faire des économies d'énergie. Et il faudra y adosser d'une manière ou d'une autre une loi de programmation, une loi de financement qui dit les mesures que l'exécutif est prêt à mettre en œuvre pour financer, par exemple,
la rénovation des bâtiments de manière pérenne, stable et assurée, ou bien de faire des économies d'énergie, notamment dans des secteurs qui ont des difficultés à se décarboner. C'est un point qui me paraît important. Enfin, mes chers collègues, oui, nous ne sommes pas d'accord sur de très nombreux points sur tous ces bancs en matière énergétique. Mais nous avons quand même réussi à supprimer les articles non programmatiques. Nous avons resserré cette loi. Nous avons avancé, y compris sur l'article 5, en indiquant un objectif de production en volume d'énergie décarbonée sans distinction, en maintenant la suppression d'un objectif de pourcentage d'énergie renouvelable. Bref, nous avons avancé. Pour autant, cette commission a décidé de rejeter l'article 3. Cette commission, pour des raisons différentes d'ailleurs, manifestement parce que des intérêts de couloirs, de rideaux, de boutiques ont prévalu à l'abri des regards moins concentrés sur nos travaux parlementaires que ceux de notre hémicycle. J'espère que les amendements de rétablissement que nous portons ici, modifiés, enrichis des différents amendements des collègues, permettront de clarifier les positions de chaque groupe. Et qu'au moment de voter la potentielle plus grande relance nucléaire de notre pays, personne ici ne se cachera derrière son petit doigt pour dire que c'est parce qu'il manque telle ou telle précision qu'on sort de la salle au moment de voter ou qu'on vote contre ce qui est une industrie souveraine, décarbonée et pourvoyeuse d'emplois. C'est en ce sens, avec beaucoup de clarté et sans préjuger du résultat, en comptant sur l'esprit de responsabilité de cet hémicycle, que nous vous proposons d'examiner cette proposition de loi. Je vous remercie. La parole est à Madame Aurélie Trouvé, présidente de la Commission des affaires économiques. Sous vos applaudissements, Madame la Présidente, vous avez la parole. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, enfin notre Assemblée légifère sur les priorités énergétiques pour le pays de manière cohérente, c'est-à-dire pas seulement dans des débats généraux ou des propositions de loi éparses. Et je m'inscris d'abord tout à fait dans les propos du rapporteur Antoine Armand. Les parlementaires pallient en fait une carence, et je rajouterai une grave carence, du gouvernement. Et je remercie d'ailleurs les rapporteurs Monsieur Armand et Monsieur Févé pour leur travail. Le gouvernement n'a en effet tout simplement pas voulu nous soumettre un projet de loi global, alors même que la loi de 2019 dite énergie-climat fixe le principe d'une loi quinquennale sur l'énergie. Il s'en remet maintenant à une proposition de loi de nos collègues sénateurs, ce qui fait qu'il n'y a ni étude d'impact, ni avis du Conseil d'État, ce qui peut quand même sembler absolument indispensable, on est d'accord, sur des questions aussi stratégiques que l'énergie. Comme ça n'est pas un projet de loi du gouvernement, il y a dans cette proposition de loi de nombreux angles morts. Ce qui fait d'ailleurs que de nombreux amendements de collègues ont dû être déclarés irrecevables, alors même qu'ils auraient dû pouvoir être discutés dans le cadre d'une future trajectoire énergétique pour le pays. On est au fond malheureusement loin d'une loi de planification énergétique, surtout sachant qu'il y a des décisions dans le même temps qui sont prises par ce gouvernement et qui vont à l'encontre des objectifs fixés dans cette proposition de loi. Je pense à la diminution de la consommation d'énergie, à l'heure où on apprend que par exemple MaPrimeRénov' est gelée avec son budget et donc les ambitions de la rénovation thermique des logements. La Commission des affaires économiques, vous le savez, a examiné cette proposition de loi du Sénat la semaine dernière. Elle avait délégué, et nous les en remercions, au fond, la Commission du développement durable pour 5 articles qu'on a donc entérinés par principe. Et elle a ramené cette proposition de loi du Sénat à 14 articles. Sur proposition du rapporteur Antoine Armand, notre commission a en effet supprimé des dispositions éparses sur les normes énergétiques. Pourquoi? Parce que notre commission a choisi à la majorité de se concentrer sur la programmation énergétique nationale. Parce qu'aussi le gouvernement a tant tardé pour un calendrier défini dans loi et qu'il nous semble urgent d'en arriver à l'essentiel. Quelle production d'énergie nous voulons dans les 10 prochaines années? Quelle part du nucléaire? Quelle part des énergies renouvelables? Et comment on y arrive? Vous savez aussi que le gouvernement envisageait de fixer par simple décret, donc sans débat parlementaire, sans vote, la programmation pluriannuelle de l'énergie. Il y a dorénavant, et fort heureusement, un examen parlementaire. Je le dis, ce décret devra tenir compte du cap que nous aurons fixé en tant que législateurs. Et je suis d'ailleurs fort étonnée, Monsieur le Ministre, de vos propos quelques heures avant le début même de l'examen de la proposition de loi dans l'Assemblée. Le décret serait publié sans attendre l'issue de l'examen parlementaire de la proposition de loi sur laquelle nous, députés,
sénateurs. Nous aurons planché des dizaines d'heures. Et je trouve ça fort peu respectueux de notre travail et même de notre démocratie parlementaire. Et c'est d'ailleurs absolument contraire à l'engagement qu'a pris le gouvernement en conférence des présidents. Cette absence de prise en compte des élus de la nation et de leur travail, de leur vote, serait particulièrement irresponsable compte tenu de l'importance de ces questions pour nos concitoyens et nos entreprises. Parce que ça concerne le pouvoir d'achat, parce que ce serait aussi irresponsable au regard de la crise écologique et des dérèglements climatiques. Ce serait aussi irresponsable au regard des immenses sommes budgétaires qui sont en jeu. Vous le savez que rien que pour 6 nouveaux EPR, il s'agit tout simplement d'un choix à 80 milliards d'euros, sans compter évidemment les coûts induits. Un choix qui, je le rappelle, n'a pas encore démontré sa fiabilité technique, qui ne résoudra rien au problème avant 2038 au mieux, mais peu importe, au moins, enfin si ça importe, mais il faut que le débat en tout cas ait lieu avec les élus de la nation. En tout cas, parmi les amendements adoptés lors des débats en commission, je citerai, et qui ne sont pas des moindres, à l'article 1er, la renationalisation d'EDF, c'est-à-dire le rétablissement de son statut initial d'EPIC, le rétablissement des tarifs réglementés de vente du gaz, qui montre aussi la volonté forte des parlementaires d'une forte régulation publique des marchés de l'énergie et d'extraire l'énergie des chaos du marché. Vous savez aussi que à l'article 5 a été votée la mise en service de 18 gigawatts de capacité éolienne en mer, 250 mégawatts pour les hydroliennes à l'échéance 2035, le développement de la biomasse, de la géothermie profonde, etc. Nous avons aussi voté pour une répartition territoriale, une planification des éoliennes terrestres ou encore une plus forte régulation des capacités photovoltaïques. Chers collègues, la planification énergétique, c'est sérieux, c'est pas du peut-être et encore moins de l'opinion. Nous devons viser les besoins humains. Nos choix doivent être adossés aux limites des écosystèmes, aux études scientifiques, à des capacités techniques réalistes. J'espère que nous prendrons cette exigence au sérieux cette semaine et j'espère, Monsieur le Ministre, que vous prendrez au sérieux nos débats et nos votes parlementaires. Je vous remercie. Les débats en séance publique s'annoncent vifs sur la relance du nucléaire. C'est la question qui fâche. La proposition de loi examinée amplifie les objectifs d'Emmanuel Macron de relancer le nucléaire avec la construction prévue de 14 nouveaux réacteurs EPR d'ici à 2030. Dans l'hémicycle, la bataille entre partisans et pourfendeurs de l'atome fait rage. Nous poursuivons par la discussion générale. Monsieur Julien Brugerolles pour le groupe de la Gauche démocrate et républicaine. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, Madame la Présidente de la Commission, chers collègues. Les défis posés à notre société par le changement climatique sont connus. Le premier de ces défis, c'est de tenir nos engagements internationaux. C'est de sortir des énergies fossiles et d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Cet engagement, on le sait, nécessite des transformations économiques, sociales, territoriales et culturelles majeures. Des transformations à opérer dans un laps de temps si court qu'elles nécessitent, de notre point de vue, une planification rigoureuse qui doit mobiliser des moyens publics et privés considérables. Or, le débat que nous entamons aujourd'hui sur ce texte est marqué du manque de volonté et de courage politique d'un gouvernement qui s'est toujours refusé à présenter sa feuille de route et sa stratégie énergétique pour la décennie à venir. Au lieu de cela, l'exécutif nous propose une forme de voiture-balai législative avec une proposition de loi d'origine sénatoriale dont on nous dit aussi, en même temps, qu'il ne sera pas tenu compte dans la prochaine programmation pluriannuelle de l'énergie, dont le décret devrait paraître avant la fin de la navette parlementaire. Il ne faut pas être grand clerc pour comprendre qu'il y a de moins en moins de cohérence dans la construction de la politique énergétique de notre pays. La loi relative à l'énergie et au climat de 2019 avait pourtant prévu expressément qu'avant le 1er juillet 2023, puis tous les 5 ans, le Parlement devait voter une loi de programmation quinquennale pour déterminer les grands objectifs de notre politique énergétique. Mais aucun des derniers gouvernements n'a présenté un tel texte. Nous avons eu droit à la place, à la juxtaposition des consultations publiques en 2022, en 2023, en 2024, avant que le Premier ministre ne nous confirme qu'il n'y aurait finalement pas de texte gouvernemental.
En guise de lot de consolation, nous avons eu le privilège d'un débat sans vote, ici même, avant que ne soit confirmée la décision d'inscrire la proposition de loi qui nous occupe aujourd'hui. Une telle façon de procéder et d'appréhender les grands choix stratégiques en matière énergétique et les conséquences qu'ils impliquent pour l'avenir de notre pays n'est pas à la hauteur. Le résultat se voit d'ailleurs dans les conditions d'examen de ce texte, son contenu et ses équilibres. Tout bouge, ça a été le cas en commission, sans que personne n'ait pu préalablement se positionner, faute d'études d'impact et de travaux préparatoires à la hauteur, sur les grandes trajectoires et prospectives énergétiques et climatiques, qui ne cessent de bouger. Vous l'avez rappelé, monsieur le rapporteur, elles ne cessent d'évoluer, ces prospectives. Son examen ne viendra donc pas combler le sentiment de navigation à vue que laisse la politique énergétique conduite ces dernières années par le président de la République. Nous avons examiné successivement en 2022 et 2023 un projet de loi d'accélération des énergies renouvelables, puis d'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires, sans que jamais le gouvernement ne livre une trajectoire énergie-climat révisée et adaptée depuis 2019. Qui dit nouvelle trajectoire de référence, dit également anticipation et mesure des risques et des marges de manœuvre à conserver pour s'adapter. Qui dit trajectoire de référence devrait aussi dire niveau des soutiens publics et budgétaires nécessaires. Or, on nous propose de travailler aujourd'hui à une programmation sans aucune garantie budgétaire. Pire, la brutalité des arbitrages en cours et l'obsession de la baisse des dépenses publiques ont conduit à revenir sur les mesures les plus efficaces pour faire face à la précarité énergétique et pour faire baisser nos consommations. Suspension de MaPrimeRénov', suspension du leasing pour les véhicules électriques, hausse des taxes sur l'électricité. Alors que nous sommes engagés dans une course de vitesse pour faire baisser nos émissions de gaz à effet de serre et pour accélérer l'électrification des usages, ces décisions ne font que ralentir et ralentir encore les transitions nécessaires. Il résulte de tous ces contresens une France surcapacitaire au niveau de sa production électrique, qui produit bien plus d'électricité qu'elle n'en consomme et se retrouve à exporter des quantités records, alors même que les 2/3 de son mix énergétique sont issus d'énergies fossiles. Je le rappelle, 37% pour le pétrole et 21% pour le gaz naturel. Des signaux d'alerte, monsieur le ministre, vous ont pourtant été envoyés par les différentes autorités indépendantes qui ont eu à donner leur avis sur cette politique erratique. Le Haut Conseil pour le climat, il y a quelques semaines encore, s'alarmait, je cite, du manque de clarté et de planification robuste détaillant des mesures quantifiées, déclinées temporellement, pilotées et évaluées en termes de potentiel et d'efficacité. Il s'inquiétait lui aussi de l'insuffisante prise en compte de l'accompagnement nécessaire des ménages modestes. Sur ce dernier point, nous le répétons et le répétons encore. Il n'y aura pas de transition juste et efficace sans un soutien massif à ceux qui n'ont aujourd'hui pas d'autre choix que de vivre dans des passoires énergétiques et de prendre leur véhicule thermique pour aller au travail ou se déplacer au quotidien. Plutôt que de raboter ou de supprimer à la va-vite des aides à la rénovation des logements et les soutiens à l'électrification des véhicules, nous devons faire le choix de les soutenir massivement, tout comme l'ensemble des transports publics et collectifs. Monsieur le ministre, le budget 2026 ne doit pas renforcer les inégalités sociales et territoriales comme vous l'envisagez, mais devrait marquer un tournant en faveur des classes populaires, en faveur des millions de ménages modestes condamnés à la précarité énergétique et à la précarité dans la mobilité. Autre autorité indépendante qui a eu à donner son avis, le Haut Commissariat à l'énergie atomique. Il insiste lui aussi sur le besoin urgent de planifier les investissements et de reprendre la main sur la recherche nucléaire, notamment pour ne pas laisser à d'autres le déploiement industriel des réacteurs de 4e génération et les petits réacteurs modulaires. Il alerte surtout sur le fait que si la stratégie de l'offre énergétique repose sur l'idée que renouvelables et nucléaires sont complémentaires, cette complémentarité repose sur un équilibre pour le moins précaire, qui risque de se solder non seulement par un sous-emploi du nucléaire, mais encore par des surcoûts pour les consommateurs et les industriels. Bien sûr, cette situation est d'abord la conséquence de la volte-face stratégique trop tardive intervenue sur le nucléaire, après la fermeture en 2020 de la centrale de Fessenheim et l'arrêt calamiteux du programme de recherche Astrid. Mais il n'est pas trop tard pour agir, et si ce texte peut être utile sur ce point, il faut lui permettre de retrouver une ambition dans ce domaine.
La même absence de vision affecte malheureusement le développement de nos filières industrielles. Nous nous interrogeons toujours sur l'absence de véritables plans de filière et de formation pour produire sur notre sol les panneaux solaires, les éoliennes, les pompes à chaleur, les batteries, les infrastructures électriques dont nous aurons tant besoin dans les années à venir. À quoi sert-il de sortir de notre dépendance aux importations de combustibles fossiles si c'est pour continuer à importer massivement de Chine, des États-Unis ou d'Europe du Nord ces productions essentielles à la transition? Au-delà de ces critiques de fond sur la politique conduite par le gouvernement, nous nous réjouissons néanmoins que ce texte ait permis, notamment grâce aux travaux en commission, d'acter des évolutions majeures. L'affirmation d'abord du monopole public d'EDF sur la construction et l'exploitation des réacteurs électronucléaires, y compris, Monsieur le Ministre, les petits réacteurs modulaires qui ne doivent pas être confiés, pour nous, à des acteurs privés. La révision du mode de calcul des tarifs réglementés de vente de l'électricité afin qu'ils relèvent vraiment les coûts de production. L'introduction du principe de la transformation d'EDF en EPIC, qui est pour nous une avancée majeure, tout comme le rétablissement des tarifs réglementés du gaz. Nous soutiendrons bien sûr le maintien de ces avancées en séance publique. Le texte redonne par ailleurs au Parlement la main pour fixer les objectifs de politique énergétique liés au réseau électrique, à l'hydrogène, au développement des capacités d'énergie éolienne, hydrolienne et photovoltaïque, avec toutes les limites, vous l'avez dit, monsieur le rapporteur, que ces chiffrages impliquent, puisque ceux-ci dépendent prioritairement de notre capacité à électrifier massivement les usages, d'une part, et à anticiper les besoins en énergie liés à la nécessaire réindustrialisation du territoire et à la réduction des émissions que l'on importe. À ce stade de son examen, nous avons en revanche plusieurs regrets. Le premier est la suppression de l'article 3 du texte, qui proposait de définir les objectifs en faveur de l'énergie nucléaire. Répondre aux besoins d'énergie décarbonée au-delà de 2050 nécessitera, nous le savons tous, de maintenir des capacités nucléaires importantes et d'éviter tout effet falaise dans la capacité de production. Nous devons donc réintroduire nos grandes ambitions dans ce domaine. Par ailleurs, et parce qu'ils répondent en partie au problème d'épuisement des ressources auxquelles devra faire face l'humanité dans les prochaines décennies, et qu'ils permettent le traitement des combustibles usés actuels, nous nous devons de renforcer, comme le proposait cet article, l'effort de recherche et d'innovation publique en ce qui concerne les réacteurs nucléaires de 4e génération. Nous soutiendrons donc l'inscription dès à présent d'une perspective de déploiement industriel des réacteurs à neutrons rapides. Ne laissons pas à d'autres, comme les Américains, les Chinois ou les Russes, dans les prochaines décennies, la capacité de concevoir et de nous vendre ces réacteurs. Nous proposerons donc le rétablissement de l'article 3, convaincus que nous ne pouvons assumer le risque d'une perte de souveraineté énergétique industrielle dans ce secteur clé pour notre avenir, comme nous devons construire de véritables filières dans les renouvelables. Notre second regret porte sur l'insuffisante prise en compte dans la programmation énergétique des enjeux liés à la réduction de notre empreinte carbone. Vous en avez parlé, monsieur le rapporteur de la Commission du développement durable. Selon un rapport conjoint de Carbone 4 et du Stockholm Environment Institute, entre 1995 et 2002, l'empreinte carbone de la France a diminué de 7%. Mais cette baisse relative cache deux tendances totalement opposées. D'une part, une réduction de 33% des émissions nationales territoriales, et d'autre part, une augmentation de 32% des émissions importées. Environ la moitié de l'empreinte carbone de la France est ainsi liée aux importations. La Chine étant la plus grande source d'émissions importées, suivie de l'Allemagne, des États-Unis et de l'Italie. Ce constat impose une politique volontariste de réduction de nos émissions à importer, qui passe en particulier par la réindustrialisation de notre pays, en ciblant les secteurs clés et l'utilisation des technologies les moins émettrices. Elle suppose conjointement d'anticiper les besoins en énergie, en l'articulant à une politique de planification industrielle rigoureuse, qui fait malheureusement totalement défaut aujourd'hui et nous interdit de connaître avec précision les besoins énergétiques qui pourraient être ceux de notre pays à l'horizon 2050. Nous aurons au cours de nos débats, je l'espère, l'occasion de revenir sur ce sujet. Nous défendrons également par amendement la définition et la mise en œuvre d'une stratégie nationale équilibrée de mobilisation de la biomasse. Comme le soulignait le Haut Conseil pour le climat dans son dernier avis, une stricte hiérarchisation des usages
entre les différents usages de la biomasse nous paraît aujourd'hui absolument indispensable. Il va falloir arbitrer entre les usages agricoles en faveur du maintien de la fertilité des sols et de leur teneur en carbone, la production de chaleur ou de biocarburants et la production résiduelle d'électricité. Sans stratégie nationale, nous naviguons à vue dans ce domaine, sans prise en compte des réalités scientifiques et de la dégradation de nos puits de carbone forestiers et agricoles. Ce n'est pas tenable. Vous le voyez, chers collègues, si nous abordons cette discussion sans illusion excessive sur les effets concrets des mesures et de la traduction finale de notre texte dans la PPE, nous chercherons à améliorer ce qui a été fait en commission afin de définir un équilibre et une ambition qui lui manquent aujourd'hui. Espérons néanmoins que dans l'attente d'un projet plus construit et assorti de moyens budgétaires clairement identifiés, il permettra au Parlement de donner plus de corps à la programmation tant attendue de notre politique énergétique. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Vincent Trébuchet pour le groupe UDR. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Le plan ou l'anti-hasard. Cette formule de Pierre Massé, commissaire au plan sous le général de Gaulle, incarnait une vision claire. Celle d'un État capable de penser l'avenir, d'organiser l'effort national, de rendre l'économie prévisible au service du bien commun. En 2025, que nous reste-t-il de cette vision? Nous sommes passés d'une planification stratégique à une gestion fragmentée, d'un cap à une succession d'arbitrages flous et idéologiques. Et cela se voit et cela se paye. C'est dans ce contexte que nous examinons enfin, grâce à la ténacité de Marine Le Pen, une proposition de loi essentielle de programmation nationale et de simplification normative dans le secteur de l'énergie. Depuis la loi dite Énergie-Climat de 2019, le Code de l'énergie impose en effet une loi de programmation tous les 5 ans. Cette loi doit fixer nos grandes priorités énergétiques et doit surtout servir de base à des textes réglementaires tels que la programmation pluriannuelle de l'énergie et la stratégie nationale bas carbone. Sauf que cette loi, censée être adoptée avant le 1er juillet 2023, n'a jamais été proposée par le gouvernement. C'est donc une proposition venue du Sénat qui n'entrerait en vigueur qu'après la publication du décret gouvernemental qu'on nous propose d'examiner aujourd'hui. Non seulement l'État ne planifie plus, mais il se met lui-même hors la loi en esquivant le débat parlementaire. Cette incurie révèle des désaccords plus profonds sur la trajectoire énergétique à suivre. Aussi, puisque le décret gouvernemental est apparemment déjà prêt à être publié, je vous propose de commencer par examiner ce qu'il contient et ce que cela impliquerait pour notre souveraineté énergétique. Premier constat, un objectif d'expansion massive des parcs éoliens. Le parc terrestre doit être doublé et l'éolien en mer atteindre 45 gigawatts, soit l'équivalent de 15 fois Fessenheim en puissance installée. Et à quel coût? 200 € le mégawattheure garanti aux développeurs, soit environ 10 fois le prix du marché. Le citoyen se retrouve donc 2 fois contributeur, une première fois au titre de l'imposition et une seconde au titre de la consommation. Même punition pour ce qui relève du solaire, avec un objectif de surface d'occupation multiplié par 5, conduisant immanquablement à des conflits d'usage en zone agricole, des tensions foncières et toujours plus d'importations de matériaux en provenance d'Asie. Ce décret prévoit aussi une réduction de la consommation d'énergie finale, de l'ordre de 30% d'ici à 2035. Or, depuis 10 ans, cette consommation a déjà reculé de 11% du fait de la désindustrialisation. Réduire encore la demande et donc faire le choix délibéré de ne pas réindustrialiser notre pays revient tout simplement à planifier notre décroissance. Ce n'est plus une politique énergétique, c'est un programme d'appauvrissement économique. De Dominique Voynet à Nicolas Hulot, puis à Elisabeth Borne, sous Nicolas Sarkozy, François Hollande et bien sûr sous Emmanuel Macron, tous les gouvernements depuis 25 ans ont organisé la destruction de notre souveraineté énergétique en encourageant des énergies intermittentes au détriment de notre parc nucléaire. L'arrêt d'Astrid et de la filière des neutrons rapides, c'était vous, chers collègues macronistes. L'arrêt de Fessenheim, c'était encore vous. Le décret de fermeture a été paraphé en février 2020 par la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne et par le Premier ministre Édouard Philippe. Édouard Philippe qui laisse désormais le soin aux Français de payer aujourd'hui le prix de ses mensonges. Toutes ces décisions ont eu pour unique objectif de freiner le développement de notre premier atout économique, le nucléaire.
Car oui, le nucléaire est bien le premier ennemi des décroissants, en ce qu'il garantit une énergie pilotable, abondante, 100% décarbonée et à bas coût. En matière de stratégie industrielle tout particulièrement, le « en même temps » nous a menés droit dans le mur. Et de même pour les consommateurs. Entre 2018 et 2024, les factures d'électricité ont bondi de près de 60%. Disons-le clairement aux Français qui peinent à payer leurs factures. Si nous avions poursuivi le plan Messmer de 1974, nous disposerions d'une électricité quasi gratuite et la France aurait pu, comme c'est le cas pour la Norvège, faire de l'énergie une source presque inépuisable de revenus. Là-bas, les producteurs rémunèrent les citoyens. Chez nous, l'État et les citoyens surpayent les producteurs. Selon la Commission de régulation de l'énergie, les prix négatifs dans l'éolien en mer ont représenté en 2024 une perte pour l'État évaluée à près de 30 millions d'euros. Et selon André Merlin, l'ancien président de RTE, les subventions pour les nouveaux parcs représenteront une addition de 18 milliards d'euros à horizon 2050. Ce système en dit long sur le modèle que nous subissons depuis des années. Nous subventionnons massivement les énergies intermittentes. Nous finançons les infrastructures alors que les impôts de nos parents et de nos grands-parents ont déjà financé les infrastructures du parc nucléaire actuel. De l'autre côté, nous garantissons les prix aux producteurs d'énergie intermittente, mais quand les profits explosent, rien ne nous revient. Les promoteurs éoliens encaissent pendant que l'État continue de subventionner. Un modèle où le risque est pris par la puissance publique, mais où les bénéfices reviennent aux promoteurs étrangers. Car oui, les panneaux solaires, les batteries, les composants électroniques, les éoliennes demeurent majoritairement fabriqués en Chine et il nous faudrait des années avant de développer une filière 100% européenne. Ce décret, en misant sur des énergies intermittentes importées, en plus d'appauvrir les Français, creusera encore davantage le déficit extérieur sans créer d'emplois en France. Pour une meilleure transition écologique, mais nous sommes déjà l'un des pays produisant l'énergie la plus décarbonée au monde grâce au nucléaire. Le fameux principe de non-régression environnementale suppose d'ailleurs, dans les faits, une énergie disponible, pilotable et décarbonée. Sans un nucléaire puissant, la transition restera totalement incantatoire. Il nous faut donc désormais sortir d'un modèle idéologique pour revenir à une électricité bon marché, décarbonée, facteur de compétitivité, de réindustrialisation et de puissance. Pour cela, premièrement, planifions dès aujourd'hui le nucléaire pour 2050, à un prix acceptable pour le consommateur. Surtout, ne cédons pas aux sirènes de la décroissance, relayées par les partis de gauche qui n'ont rien trouvé de mieux pour combattre le nucléaire désormais que de le renvoyer à plus tard. Cessons ensuite de subventionner indéfiniment des marchés prétendument immatures. S'ils ont besoin de subventions après 15 ans, c'est qu'ils ne sont pas compétitifs. Prenons au sérieux les signaux d'alerte, comme l'a été le blackout ibérique. Et cessons de répéter que le nucléaire et les énergies intermittentes sont complémentaires quand, dans les faits, c'est le nucléaire qui s'efface pour laisser place à l'intermittence au risque d'abîmer durablement nos centrales. Enfin, soyez ambitieux. Faisons de l'énergie un revenu pour les Français. Que demain les investisseurs choisissent la France pour son électricité abondante et abordable. Que demain nous puissions vendre notre électricité décarbonée à nos voisins plutôt que de subir leurs pics intermittents en période de vent et de soleil. Le groupe UDR vous rappelle que la mission première de l'État n'est pas de gérer la pénurie, mais de créer les conditions de l'abondance. C'est à cette exigence que nous subordonnerons notre vote. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Vincent Trébuchet pour le groupe du Rassemblement national. Oh, pardon, excusez-moi. Monsieur Trébuchet a terminé, donc je vais passer la parole à monsieur Maxime Amblard, mais qui est bien du groupe Rassemblement national. J'ai confondu. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, chers collègues, j'aimerais à cette tribune pouvoir me réjouir. Me réjouir d'abord d'une prise de conscience tardive. Après des années d'errance, de renoncement, d'inconstance, de revirement, empreint d'idéologie, d'électoralisme, voire même de lâcheté, voilà enfin que l'on s'accorde à reconnaître que l'énergie n'est pas un sujet périphérique, mais l'ossature même de notre souveraineté. Me réjouir ensuite d'un tournant, tout du moins en apparence, car 3 ans après la prétendue relance du nucléaire, nous sommes contraints de constater qu'au-delà des discours, rien n'avance vraiment. Et pouvait-il en être autrement de la part de ceux qui, 2 ans auparavant, fermaient Fessenheim, l'une des centrales les plus sûres du pays, pour satisfaire à une idéologie hors sol? Me réjouir enfin d'une victoire.
Celle d'avoir obtenu, grâce à Marine Le Pen et au poids politique du Rassemblement national, l'ouverture de ce débat indispensable. Indispensable car il n'y a pas de nation puissante sans un approvisionnement énergétique abondant, décarboné, durable et abordable. J'aimerais donc pouvoir me réjouir de tout cela, mais hélas, les dogmes ont la peau dure. Les croyances absurdes, les raisonnements paresseux, les slogans creux, tous flottent encore dans cet hémicycle comme des vestiges d'une époque où l'on croyait que l'énergie pouvait se gouverner à coups de vœux pieux. Au centre, la majorité devenue minoritaire, incapable de choisir, gère notre avenir énergétique comme un gestionnaire de portefeuille boursier. Un peu de tout, sans hiérarchie ni cohérence, comme si toutes les sources d'énergie se valaient. De l'EPR, du SMR, du solaire, de l'éolien, de l'hydrogène, du biogaz, même de l'hydrolien, la Macronie saupoudre un argent essentiel et gaspille un temps précieux. À gauche, au moins, on a le mérite de choisir la décroissance, où le confort moderne devient presque un péché, où l'on rêve d'un monde 100% renouvelable comme s'il s'agissait d'un retour vertueux à un âge d'or pastoral. Soyez assurés, chers collègues de gauche, qu'en plus de partager votre objectif louable, la réduction de notre empreinte carbone, j'aimerais vraiment également pouvoir partager votre vision. À ceci près que la vôtre fait l'impasse sur un point essentiel, l'appauvrissement de la France et des Français. Pour vous, cela semble un détail. Pour nous, au Rassemblement national, c'est inacceptable. Alors que vous vous enfermez dans une écologie de renoncement punitive, déconnectée du réel, fascinée par l'idée d'un monde sans industrie, sans machines, sans confort, sans ambition, qui sonne davantage comme de la résignation et de l'abandon plutôt que du progrès et de la prospérité, nous décidons, nous, au Rassemblement national, d'emprunter un autre chemin. Celui d'un approvisionnement énergétique abondant, décarboné, durable et abordable. Celui qui redonnera à la France sa pleine et entière souveraineté énergétique. Celui qui permettra de réindustrialiser le pays, de réduire une empreinte carbone aujourd'hui massivement exportée, de vivre confortablement dans une société moderne et de donner à notre nation les moyens de dépolluer, reboiser, recycler, préserver notre environnement. En somme, prospérer au lieu de régresser. Et pour cela, au Rassemblement national, nous ne rejetons aucune solution par principe. Mais ne pas exclure ne signifie pas pour autant tout accepter. La lucidité n'empêche pas le discernement. Non, ne vous en déplaise, toutes les sources d'énergie décarbonée ne se valent pas. Et quoi de mieux que d'en revenir à la physique pour nous éclairer sur un sujet éminemment scientifique. La physique, elle, ne ment pas. Les énergies pilotables et concentrées sont et seront toujours bien plus efficaces et bien plus facilement exploitables que les énergies diffuses et intermittentes. Et oui, mes chers collègues, il faut 20 fois plus de matériaux pour produire 1 kWh d'électricité éolien ou photovoltaïque que pour produire 1 kWh nucléaire ou hydraulique. C'est comme ça, c'est un fait. Et là où certains trafiquent les chiffres, déforment les analyses et adaptent les hypothèses à leur idéologie, j'en suis désolé, la réalité, elle, est implacable. C'est pourquoi, au Rassemblement national, nous assumons pleinement de faire un choix, celui de prioriser les sources décarbonées, pilotables et concentrées. Nucléaire, hydraulique, biomasse, géothermie, aérothermie, biogaz, c'est cela qui rendra possible la prospérité sans culpabilité, la décarbonation sans punition. Mais il faut le dire, si la science nous éclaire, la bêtise humaine, elle, a mis des années à l'obscurcir. Freins administratifs, normes absurdes, étouffements financiers, stratégies de désoptimisation volontaire qui ont transformé une énergie nucléaire à un mix électrique français, pourtant physiquement optimal et exemplaire, en victime expiatoire d'un sabotage organisé. Résultat, une filière freinée, des délais rallongés, des coûts gonflés, avec comme seul effet une hausse des prix pour les Français, une décarbonation plus lente pour le pays et une souveraineté énergétique plus compromise que jamais. Une hausse des prix qu'il est désormais impératif d'enrayer. C'est pourquoi, dans ces débats qui s'ouvrent, nous nous opposerons fermement à toute mesure qui pèserait encore davantage sur la facture des Français. Qu'il s'agisse de nouvelles taxes, d'un prix du nucléaire artificiellement gonflé, comme vous l'appréciez tant, de délais interminables pour déployer des capacités pilotables ou du gaspillage dogmatique de milliards dans des sources intermittentes et diffuses comme l'éolien ou le photovoltaïque, tout ceci serait juste inacceptable. Alors mes chers collègues, il est temps.
Il est temps, par ce débat qui s'ouvre, d'en finir avec 30 années de politique énergétique absurde et d'enfin se doter d'une programmation énergétique à la hauteur des enjeux. Une énergie abondante pour produire, une énergie décarbonée pour préserver, une énergie durable pour stabiliser, une énergie abordable pour soulager, parce que la France ne mérite pas moins, parce que les Français n'en attendent pas moins, et parce qu'au Rassemblement national, nous n'accepterons pas moins. Merci, monsieur le député. La parole est à Jean-Luc Fugit pour le groupe Ensemble pour la République. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre de l'Industrie et de l'Énergie, Madame la Présidente de Commission, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. À l'occasion du débat du 28 avril dernier, voulu par le Premier ministre au sujet de la souveraineté énergétique de la France, il est apparu que nous étions globalement d'accord sur l'idée que nous devons sortir de notre trop forte dépendance aux énergies fossiles. C'est un défi majeur qui dépasse les clivages politiques et que nous devons collectivement réussir à relever. Réussir à relever ce défi est une nécessité écologique et c'est être responsable envers les générations futures. C'est aussi un impératif économique et de souveraineté, tant l'importation d'énergie fossile affaiblit notre balance commerciale de 180 millions d'euros par jour. Et n'oublions pas que notre consommation énergétique globale, actuelle, reste dominée à 60% par les énergies fossiles. 60%. Face à ce constat, notre pays s'est doté d'une stratégie énergie-climat que notre groupe soutient et basée sur 4 briques complémentaires. La sobriété énergétique, l'efficacité énergétique, le renforcement du nucléaire et le développement des énergies renouvelables. Une stratégie qui porte ses fruits au regard de l'accélération de la baisse de nos émissions de CO2 constatée ces dernières années. Cette baisse doit se poursuivre et même s'intensifier. C'est l'urgence qui doit nous guider. Dans ce contexte, la France dispose d'un atout majeur. Un mix électrique décarboné à 95%, reposant sur le nucléaire pour plus des 2/3 et sur les énergies renouvelables pour près d'un tiers. Ce sont les chiffres de 2024 donnés par RTE. Pour accélérer notre sortie progressive des énergies fossiles, nous avons donc l'opportunité de nous appuyer à la fois sur l'énergie nucléaire et sur les énergies renouvelables électriques et thermiques pour développer un mix pluriel dans un système où toutes les opportunités, toutes les technologies, toutes ces énergies concourent à notre résilience. Nous pensons au sein de notre groupe que nous n'avons ni le luxe ni le temps d'opposer des solutions entre elles, d'opposer le nucléaire au renouvelable, car il n'y a pas et il n'y aura pas de solution unique pour remplacer progressivement les énergies fossiles. Le développement de ce mix est d'ailleurs largement soutenu par les Français, comme l'indique une étude IFOP publiée en mai dernier. La diversification et la relocalisation sur le territoire français de notre production énergétique s'imposent donc comme une évidence. C'est le sens du projet de programmation pluriannuelle de l'énergie, élaboré collectivement à la suite d'une large concertation qui a été lancée il y a 4 ans. Une PPE qui devrait, selon nous, comme je l'ai indiqué déjà lors du débat du 28 avril, être publiée le plus rapidement possible pour donner aux filières la visibilité nécessaire à leurs investissements. Les acteurs sont en attente, comme ils nous le disent régulièrement depuis plusieurs mois. Nous savons, Monsieur le Ministre, que vous êtes conscient de la situation, mais je tenais à vous rappeler notre demande d'agir vite. Dans le même esprit, nous pensons que la publication de la PPE devrait aussi être accompagnée d'une stratégie pluriannuelle de financement alignée sur les grands objectifs de chaque filière. Au regard de ce contexte, notre groupe considère que l'examen de cette proposition de loi sénatoriale doit être un moyen de préciser notre stratégie énergétique. C'est ce que nous avons en partie seulement, réussi à faire lors de nos débats en commission des affaires économiques. En effet, en commission, nous avons notamment suivi la proposition du rapporteur de conserver dans le texte principalement les articles faisant référence à la programmation énergétique avec une ligne claire. Que soit poursuivi et massifié le développement des énergies renouvelables en complément de l'énergie nucléaire qui doit elle aussi être fortement soutenue.
Nous approuvons la volonté de simplification affichée par le rapporteur, mais nous tenons à préciser que nous ne sommes pas opposés, par exemple, aux mesures de renforcement de la protection des consommateurs ou d'extension du champ des compétences de la Commission de régulation de l'énergie, la CRE, qui était initialement inscrite dans la proposition de loi. Au contraire, nous portions plusieurs amendements pour enrichir le texte sur ces points. Nous pensons, Monsieur le ministre, que ces sujets méritent un débat à part entière et nous appelons le gouvernement à s'en saisir à travers un futur projet de loi. Ce débat serait d'ailleurs l'occasion de travailler ensemble sur la transformation des modes de consommation énergétique, car nous avons une responsabilité à l'égard de nos concitoyens, celle de leur garantir une énergie accessible et décarbonée, quel que soit le territoire où ils vivent et quel que soit leur niveau de vie. Ce sont les conditions d'une transition socialement juste. Et ce débat dépasse le simple débat budgétaire que je n'ouvrirai pas ici, même s'il y aurait beaucoup à dire sur ma prime rénov', le leasing social et autres mesures d'accompagnement nécessaires. Je reviens maintenant à nos travaux en commission sur le volet programmatique. Dans l'esprit qui est le nôtre de développer la complémentarité nucléaire-énergie renouvelable, nous avons soutenu et fait adopter l'inscription d'objectifs de développement des énergies renouvelables comme la traduction du pacte éolien en mer signé par l'État en 2022, la valorisation de l'énergie hydrolienne et de l'hydrogène ou encore ceux de la production de chaleur renouvelable. Mais nous avons aussi eu la mauvaise surprise de voir que l'article 3 a été supprimé alors qu'il proposait d'acter nos engagements sur le développement de l'énergie nucléaire. Ce n'est pas sérieux. C'est un mauvais signal à la fois pour les industriels et pour nos concitoyens. On ne peut pas sérieusement parler de stratégie énergétique sans s'appuyer sur le nucléaire. Et je le redis, le débat nucléaire contre renouvelable est un débat stérile. Les enjeux sont bien plus importants, notamment l'enjeu de défossiliser progressivement notre économie. Nous avons besoin, Monsieur le ministre, d'une loi programmatique de raison qui permette de trouver un équilibre. Aussi, notre groupe soutient la volonté du rapporteur de réintroduire cet article 3. Nous porterons par ailleurs des amendements de suppression de certaines mesures adoptées en commission, comme le rétablissement des tarifs réglementés de vente du gaz qui, s'il devait être entériné par la loi, exposerait inévitablement l'État à une censure de la part des juridictions nationales ou européennes et engendrerait une insécurité juridique pour les consommateurs. Ou encore la transformation votée en commission d'EDF en EPIC qui déclencherait l'ouverture d'une procédure d'infraction par la Commission européenne. Nous porterons aussi certaines propositions en faveur du développement de la production de chaleur issue de combustibles solides de récupération ou du froid renouvelable. Cela peut paraître des sujets techniques, mais ce ne sont pas des petits sujets. Enfin, nous vous proposerons de débattre d'un amendement qui vise à enrichir l'objectif d'optimisation du système de réseau électrique. Un amendement qui reprend les travaux de notre Parlement, plus précisément l'OPEXT, sur l'adaptation des réseaux électriques, travaux que j'ai récemment présentés avec le sénateur Daniel Salmon. Pour finir, je voudrais rappeler que le débat que nous engageons sur la stratégie énergétique ne doit pas nous faire oublier la nécessaire réflexion plus large à avoir sur la planification et le financement de notre modèle. Les sujets liés à l'accélération de l'électrification des usages, notamment dans l'industrie ou la mobilité, conduiront à des besoins en raccordement en forte augmentation. Ces évolutions impliquent des changements structurels dans les stratégies de développement des réseaux, du stockage et de la flexibilité. Sur ces sujets, comme sur le développement du nucléaire et des énergies renouvelables, nous avons aussi la chance de pouvoir nous appuyer sur un écosystème de recherche particulièrement performant et innovant, qui doit voir ses moyens d'agir préservés. J'insiste un petit peu sur ce point. Face à ces enjeux, comme face à celui de la sortie de notre dépendance aux énergies fossiles pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, nous devons être à la fois déterminés et pragmatiques et en ayant toujours en tête un principe de réalité physique et économique qui donne tout son sens à la mise en œuvre progressive de la politique énergétique que nous souhaitons. C'est à ces conditions que notre pays pourra faire face à un triple impératif: affirmer sa souveraineté énergétique, renforcer la compétitivité de son industrie et accélérer la lutte contre le changement climatique. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Et pas merci pour ce commentaire.
Bien, la parole est à monsieur Mathias Tavel pour le groupe de la France Insoumise, Nouveau Front Populaire. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de Commission, chers collègues, Messieurs les rapporteurs. La France respectera-t-elle l'accord de Paris sur le climat ou bien allez-vous engager notre pays sur la voie du trumpisme énergétique? La France produira-t-elle assez d'électricité dans 5 ou 10 ans? Les Français pourront-ils encore payer leurs factures d'électricité ou de gaz? Nos entreprises auront-elles accès à une électricité à prix stable et compétitif? Voilà les grandes questions dont nous allons décider par cette loi. Enfin, serait-on tenté de dire, car nous aurions dû avoir ce débat au plus tard en 2023, mais le gouvernement macroniste a préféré se mettre hors la loi en ne présentant pas la loi de programmation sur l'énergie et le climat qu'il aurait dû présenter. Et il faut dire qu'il était assez ridicule d'entendre tout à l'heure un ancien ministre se plaindre de l'attitude du ministre actuel sous la présidence d'un autre ancien ministre, sachant que la responsabilité des trois est à minima engagée compte tenu de leurs fonctions passées, présentes et peut-être futures. Nous aurons à la place un ersatz, une proposition de loi issue de la droite sénatoriale qui constitue une base inacceptable tant sur la méthode que sur le fond. Nous avons commencé à y remédier en commission en la transformant, mais nous n'y sommes toujours pas. Nous n'avons pas d'étude d'impact, pas la discussion sur les enjeux fiscaux ou budgétaires, et sans même attendre le vote de notre Assemblée, le gouvernement s'est empressé de signer la semaine dernière un contrat avec la filière nucléaire au sujet d'un programme de nouveaux réacteurs que nous avions pourtant supprimé il y a 15 jours en commission. Avec la Macronie, c'est toujours la même méthode, le passage en force. Mais sur les retraites comme sur l'énergie, c'est toujours la marque des faibles. Le bilan de vos choix, c'est que la France est en retard sur la trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre pour limiter le changement climatique, en retard sur la sortie des énergies fossiles, en retard sur le développement des énergies renouvelables. Votre bilan, c'est des factures d'énergie qui font du yo-yo atteignant des sommets avec plus d'1 million de coupures l'an dernier pour les Français. C'est toute l'économie dépendante du coût de l'énergie, des boulangers à la sidérurgie, qui souffrent du manque de visibilité, de planification, de régulation. Monsieur le ministre, votre inaction coûte terriblement cher à la France et aux Français. Et vous voulez continuer dans cette impasse. Ça suffit. Il y a urgence à faire tout autrement. Urgence à prendre le chemin de l'intérêt général, de la bifurcation énergétique, de la reconquête de la maîtrise publique de l'énergie, bien commun indispensable à tous et non marchandise comme les autres. L'intérêt général humain est clair. Il faut sortir des énergies fossiles pour tenir nos engagements climatiques. L'intérêt national va dans le même sens. Pétrole et gaz représentent encore les 2/3 de notre consommation d'énergie et plus de 60 à 70 milliards d'euros de déficit commercial chaque année. Il faut sortir de ces dépendances géopolitiques et énergétiques climaticides. Cela passe par une vraie planification écologique autour d'un triptyque clair, sobriété, efficacité énergétique, notamment par l'électrification, développement des énergies renouvelables pour garantir la sécurité d'approvisionnement. Mais le gouvernement fait tout le contraire. Au lieu de sobriété, vous suspendez les aides à la rénovation énergétique. Au lieu d'efficacité et d'électrification, vous mettez le leasing social pour les véhicules électriques sur courant alternatif. Au lieu de développer les renouvelables, vous voulez une loi centrée sur le nucléaire et dont les renouvelables ne seraient qu'une variable d'ajustement. Heureusement, jusqu'ici, nous avons mis votre plan en échec en commission. Par nos victoires, nous avons fait la démonstration qu'une autre politique énergétique est possible, qu'une autre majorité sur ce texte est possible si nous continuons dans cette voie cette semaine. Nous avons rétabli le principe d'un objectif ferme de réduction des émissions de gaz à effet de serre, car la lutte contre le changement climatique n'est pas une option ni une opinion parmi d'autres. Nous avons supprimé le programme de nouveau nucléaire et préservé l'article sur les énergies renouvelables électriques. Nous avons, pour une politique énergétique véritablement souveraine et juste, pour protéger le pouvoir d'achat des Français, fait voter plusieurs amendements qui tirent les leçons de l'échec du marché de l'énergie, par exemple pour le retour d'EDF en établissement public, pour le rétablissement des tarifs réglementés du gaz et le renforcement de ceux de l'électricité.
Mais vous vous entêtez à vouloir revenir à un texte qui dirait en somme tout pour le nucléaire, rien pour les renouvelables, tout par le marché, rien pour le service public. Monsieur le ministre, on se demande même si ce n'est pas le Rassemblement national qui a écrit certains de vos amendements. Tout cela parce que vous êtes otage de la droite sénatoriale et de ses relais jusqu'au gouvernement. Vous voulez sacrifier l'intérêt du pays et sa politique énergétique à de petits calculs politiciens à courte vue. Mais à ce que je sache, ni Madame Le Pen, ni Monsieur Retailleau ne sont encore Premier ministre ni ministre de l'énergie. Alors c'est l'heure des choix, collègues macronistes, si vous étiez là. Vous n'êtes pas obligés de courir derrière la droite sénatoriale et le Rassemblement national. Avez-vous vraiment l'intention de chercher une majorité avec le Rassemblement national qui prétend construire 40 EPR2 en 20 ans quand on n'est même pas sûr qu'EDF puisse en construire 6? Exploiter les gaz de schiste, noyer des vallées entières pour construire des barrages par dizaines comme il l'a assumé sans honte en commission. Allez-vous faire le choix du Trumpisme énergétique en mendiant les voix des climato-sceptiques qui siègent à l'extrême droite de cet hémicycle? Ou allez-vous faire le choix de la raison, de la décarbonation, de l'accord de Paris, en rejoignant les positions que nous défendons, sobriété, efficacité, énergie renouvelable? Collègues, quelle que soit notre opinion sur le nucléaire, le programme de nouveaux réacteurs nucléaires n'a rien à faire dans une loi de programmation à horizon de 2035 comme celle-ci. C'est un fait. Notre opinion est connue. Le nouveau nucléaire est à nos yeux trop lointain, trop cher, trop hasardeux d'un point de vue industriel et technologique, trop lourd de conséquences en matière d'approvisionnement en uranium et de gestion des déchets pour être une solution pertinente face à l'urgence climatique et aux besoins d'une électricité à prix accessible. Mais même si vous ne partagez pas cette opinion, vous devez bien admettre que le premier réacteur EPR2 ne sera pas prêt en 2035, date d'échéance de cette loi. Ce n'est pas la France insoumise, les écologistes ou Greenpeace qui le disent. C'est le Conseil de politique nucléaire présidé par M. Macron lui-même. Il dit que ce sera au mieux 2038 pour le premier réacteur, si tout se passe bien, et encore plus loin pour les suivants, sans doute pas avant 2045, voire 2050 pour les 6 premiers. Et 2038, ne vous en déplaise, a fortiori 2045, c'est bien après 2035. C'est donc hors du champ d'application de cette loi. Vos amendements en ce sens auraient presque dû être déclarés irrecevables pour manque de lien avec le texte dont nous discutons. Quant à figer cette semaine un engagement sur ce programme EPR2, c'est irresponsable. EDF ne donnera ses coûts et calendriers que dans plusieurs mois. La Cour des comptes elle-même alerte, je cite, sur l'accumulation de risques et de contraintes pouvant conduire à l'échec du programme EPR2. Être responsable aujourd'hui, ce n'est pas décider à l'aveugle sur des choix qui risquent fort de se transformer en fiasco industriel, en boulet budgétaire ou en machine à produire une électricité à plus de 100 € le mégawattheure comme l'EPR de Flamanville 3. Ne lançons pas aujourd'hui un programme qui a tous les airs d'un Flamanville 4. Être responsable aujourd'hui, c'est faire au contraire des choix sûrs, efficaces, rapides, reposant sur des technologies maîtrisées. Être responsable aujourd'hui, c'est faire le choix de la sobriété. C'est engager d'urgence un plan massif de rénovation du bâti au lieu de suspendre MaPrimeRénov' comme vient de le décider le gouvernement. Vous prétendez qu'il n'y a pas d'argent pour cela, mais c'est parce que vous refusez de mettre à contribution les ultra-riches. Vous êtes en la matière les derniers dogmatiques. À moins que vous ne refusiez cette justice fiscale non seulement par idéologie, mais aussi par intérêt personnel. Quand on sait que les 2/3 des ministres du gouvernement sont millionnaires, alors nous vous disons clairement, si vous voulez trouver de l'argent pour la transition énergétique, commencez par regarder vos déclarations de patrimoine. Oui, être responsable aujourd'hui, c'est faire le choix de l'efficacité énergétique et en particulier du soutien massif à l'électrification de nos usages, du petit véhicule de tous les jours jusqu'aux hauts fourneaux. Oui, nous devons maîtriser les usages de l'énergie pour réduire notre consommation globale, mais en parallèle, nous devons augmenter notre recours à l'électricité renouvelable pour remplacer le pétrole, le charbon, le gaz et leurs émissions de gaz à effet de serre. Et je veux le dire ici clairement, non, le problème de la France n'est pas de produire trop d'électricité aujourd'hui. Le problème de la France est qu'elle est en retard sur la hausse de la consommation d'électricité dont le pays et le climat ont besoin. Le problème de la France, c'est de ne pas être sûr de produire assez d'électricité demain, car elle dépend d'un parc nucléaire qui vieillit, qui a vocation à fermer
et peut-être même brutalement si l'autorité de sûreté nucléaire n'autorise pas sa prolongation. Être responsable aujourd'hui, c'est faire clairement le choix du développement des énergies renouvelables électriques comme thermiques pour remplacer les énergies fossiles rapidement. Alors le Premier ministre nous dit que l'énergie française doit être compétitive, abondante, décarbonée et souveraine. Chiche! Dans ce cas, le bon choix, c'est les renouvelables. Les renouvelables sont compétitives et c'est le nouveau nucléaire qui coûtera beaucoup plus cher. Les renouvelables sont abondantes et c'est elles dont la croissance potentielle est la plus rapide dans les années qui viennent. Les renouvelables sont décarbonées et en plus, elles ne produisent pas de déchets radioactifs pour des milliers d'années. Les renouvelables sont la garantie de notre souveraineté si le gouvernement veut bien donner la visibilité et les protéger de la concurrence déloyale, car planification énergétique et politique industrielle doivent enfin aller de pair. Aujourd'hui, l'absence de planification, le retard dans la publication de la PPE 3 menacent des filières industrielles entières comme l'éolien en mer, où General Electric a déjà supprimé 800 emplois dans mon département de Loire-Atlantique. Je me réjouis que nous ayons adopté de façon transpartisane un amendement pour confirmer l'objectif de 18 gigawatts d'éolien en mer d'ici 2035. Nous vous proposerons de fixer aussi des objectifs pour le photovoltaïque, pour l'éolien terrestre, et je vous invite à confirmer aussi le soutien voté en commission aux autres énergies de la mer et notamment au démarrage industriel de l'hydrolien. Collègues, refuser les énergies renouvelables comme le font le Rassemblement national ou la droite, c'est uniquement préparer la France soit à ne pas sortir des énergies fossiles, soit à manquer d'électricité. Refuser les énergies renouvelables, c'est un crime contre l'intérêt du pays. C'est avoir demain des coupures d'électricité et signer Marine Le Pen. Le nouveau nucléaire que vous voulez imposer arrivera de toute façon trop tard, car nous avons besoin de produire plus d'électricité dès 2030, dès 2035. Et tous les scénarios à horizon 2050 faits par le gestionnaire du réseau RTE, tous sans exception, même ceux avec le plus de nucléaire, prévoient tous un développement massif des énergies renouvelables, ne vous en déplaise. Mais l'électrification ne pourra se faire sans un prix abordable et maîtrisé de l'électricité. Et pour cela, oui, il faut sortir l'électricité du marché. Le marché est incapable de planifier la transition écologique, incapable d'orienter les investissements vers le long terme. Depuis la libéralisation de l'électricité, les factures ont été multipliées par 2. Depuis que l'électricité est une marchandise comme les autres et non plus un service public, c'est simple, ça coûte plus cher et ça marche moins bien. Les directives européennes, la loi NOM, la privatisation de GDF, la transformation d'EDF en société anonyme n'ont fait qu'organiser l'impuissance publique en matière énergétique, jusqu'à risquer la privatisation de nos barrages. Nous proposons au contraire de faire de cette loi la première étape du retour de la puissance publique dans l'énergie. Oui, la France a tous les atouts pour relever ces défis. Elle a les ingénieurs, les techniciens, les ouvriers, hommes et femmes, attachés à l'intérêt général et au service public. Elle a encore, même s'il s'amoindrit, un savoir-faire énergétique et industriel qui ne demande qu'à se déployer. Elle a des sites qui peuvent être des pointes avancées de la bifurcation énergétique comme celui de la centrale électrique de Cordemais, site qui ne demande qu'à devenir un site pilote avec les projets tournés vers les énergies renouvelables et pour lesquels il est temps que le gouvernement et EDF renoncent à la fermeture, fassent respecter la parole du président de la République et ordonnent la conversion du site plutôt que son abandon. Oui, le défi climatique et énergétique peut être mortel pour la France si elle reste scotchée dans les énergies et les logiques du XXe siècle. Mais il peut être un formidable accélérateur de progrès écologique, industriel et social si nous le décidons. Alors en avant. Souveraineté, décarbonation et compétitivité. Souveraineté d'abord, instruit des leçons de la guerre en Ukraine et face à la nouvelle guerre froide économique menée par la Chine, la Russie et désormais les États-Unis. Décarbonation ensuite, car nous libérer dès que possible des énergies fossiles nous sortira de la dépendance de ces États concurrents, des risques inhérents à la volatilité des prix de ces énergies et permettra de faire coïncider priorité économique et priorité climatique dans le respect de nos engagements internationaux. Compétitivité enfin,
car il n'y aura pas de souveraineté économique et de réindustrialisation que si nous parvenons à construire un mix énergétique et notamment électrique qui offre le prix le plus compétitif à nos entreprises et le plus à même de protéger le pouvoir d'achat des ménages. La réduction de nos besoins fossiles passe en premier lieu par le développement d'une politique de sobriété et d'efficacité énergétique ambitieuse permettant l'électrification des usages. Cela nécessite un effort public constant dans le temps et une visibilité donnée aux bénéficiaires comme aux acteurs économiques. Or, qu'il s'agisse de MaPrimeRénov', de la prime à la conversion ou du leasing social, avec les changements de critères et de niveaux de prise en charge incessants, ou le stop and go sur les financements, Bercy semble activement vouloir saboter la transition énergétique, qui est, je viens de le décrire, aussi une condition de notre souveraineté économique et industrielle. De ce point de vue, Monsieur le rapporteur, nos débats en commission sur les objectifs de rénovation thermique des bâtiments, 2 heures à peine avant l'annonce de la suspension du guichet MaPrimeRénov', avaient quelque chose d'un peu absurde. Les conséquences ne sont pas neutres, car le retard pris dans l'électrification des usages risque de créer un décalage entre la demande et l'offre d'électricité, déjà ponctuellement perceptible aujourd'hui. Il est donc urgent que le gouvernement, Monsieur le ministre, mette en œuvre des moyens concrets dans l'électrification des usages afin que nos débats, ici, sur la production électrique ne soient pas, sans mauvais jeu de mots, déconnectés. J'en viens justement à ce débat qui concerne un bien commun qu'est l'énergie, qui est au cœur de notre souveraineté. Suite à nos propres travaux, nous considérons que les énergies renouvelables constituent la réponse la plus adéquate aux 3 piliers précités, en étant moins coûteuses que les infrastructures nucléaires nouvelles, plus rapidement et aisément déployables, assurant une indépendance énergétique en matière de combustible et offrant une très faible empreinte carbone. Voilà pour le début de ce débat sur la programmation nationale de l'énergie 2025-2035. Vaste chantier. Alors un chiffre avant de clore la séance. Eh bien aujourd'hui, l'énergie consommée dépend à hauteur de 60% de combustibles fossiles majoritairement importés. À bientôt sur LCP.